Ce soir, plusieurs actualités en développement alors que nous prenons l'antenne. La vague de chaleur menaçante qui arrive, il pourrait faire jusqu'à 41 degrés Celsius en ressenti à New York. Partout aux États-Unis, les températures atteignent les 3 chiffres. Également ce soir, le président Trump, son nouveau message sur l'Iran et ce que le président dit désormais de sa propre directrice du renseignement national, déclarant en fin de journée « Elle a tort ». Et la mère qui a disparu le jour de la fête des mères et ce rebondissement stupéfiant ce soir, les accusations. Tout d'abord ce soir, la vague de chaleur menaçante qui s'installe. Les températures dépassent les 38 degrés Celsius partout dans le pays. Et les violents orages qui s'étendront demain du Michigan à New York. Lee Goldberg est prêt avec les prévisions météo. Également ce soir, le président Trump qui s'oppose à sa propre directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, après qu'elle a récemment déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran construise actuellement une arme nucléaire. Le président, en fin de journée, a déclaré qu'elle avait tort. Ce soir, l'arrestation qui a fait la une des journaux nationaux. L'activiste étudiante arrêtée lors de la répression de l'administration Trump contre les manifestants pro-palestiniens sur les campus. Ce soir, un juge a ordonné sa libération. Ce soir, un suspect est désormais inculpé pour tentative d'enlèvement d'un maire. La police affirme avoir retrouvé un tasé, une corde et du ruban adhésif, et que le suspect a escaladé un mur de 2 à 3 mètres pour accéder à la maison du maire. Cela survient après ces fusillades horribles visant des élus dans le Minnesota. Ce soir, 5 ans après sa disparition le jour de la fête des mères, les autorités ont arrêté son mari. Il avait été libéré des années plus tôt et voici ce qu'il avait déclaré à ABC News à l'époque. Ce soir, les autorités reviennent sur ce rebondissement soudain et ce qui a conduit à son arrestation. Ce soir, nous entendons les jurés du procès pour meurtre de Karen Reed à Boston. Pourquoi ils l'ont acquitté? Leurs explications. En dehors de New York, dans les Hamptons, une star de la télé-réalité tuée dans ce qui semble être un délit de fuite. La police l'a retrouvée inconsciente le long de la Montauk Highway. Scène troublante au stade, un lanceur des Pirates s'en prend à un supporter. Qu'est-ce qui a mené à ce moment-là? Il y a 50 ans ce soir, Les Dents de la Mer devenaient le blockbuster de l'été. Il va me falloir un plus gros bateau. Ce soir, Jean Jersey nous emmène à Martin S. Vineyard. Steven Spielberg raconte ce qui se passait vraiment avec ce requin mécanique. Et l'enfant acteur dans le là-bas révèle ce qui se passait réellement pendant cette scène. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir. Nous sommes enfin vendredi, mais une chaleur extrême s'installe désormais sur une grande partie du pays. Merci d'être avec nous ce soir. Plus de 100 millions d'Américains se préparent maintenant à affronter une chaleur potentiellement mortelle. Des alertes à la chaleur s'étendent de l'Arizona jusqu'à New York et remontent jusqu'en Nouvelle-Angleterre. Des températures entre 30 et 40 degrés Celsius prévues jusqu'à mardi prochain. La température ressentie, en tenant compte de l'humidité, pourrait atteindre 41 degrés Celsius ce week-end à New York. Plus de 20 millions d'Américains sont déjà sous alerte de chaleur extrême au cœur du pays. Ce soir, les autorités de Chicago exhortent les habitants à prendre des nouvelles de leurs voisins. De violents orages se déplacent également du Midwest vers New York, arrachant des arbres et des lignes électriques à Philadelphie et tout le long du corridor I-95. Le chef météorologue Lee Goldberg de notre station new-yorkaise WAPK est avec nous, de retour. Oui. Jusqu'ici ce soir, après des semaines de pluie, Lee, maintenant cette chaleur très intense. Et c'est ce qui en fait un phénomène à fort impact, David. Nous sortons d'une fin de printemps fraîche. Ça va être un choc pour l'organisme. Nous avons les alertes de chaleur du golfe du Mexique jusqu'au Grand Lac et dans le nord-est. La chaleur atteindra son pic demain dans le Midwest. On prévoit des records potentiels de température à Minneapolis et à Saint-Louis. D'ici dimanche, la chaleur sera à Chicago, puis elle remontera jusqu'au nord-est. Regardez Washington, New York et Boston. Dimanche et lundi, on aura une température ressentie de 42 degrés Celsius à Washington, 41 degrés Celsius à New York. On n'a pas atteint les 38 degrés Celsius à New York depuis 2012. On n'en sera pas loin. Et Boston va cuire 39 degrés Celsius mardi. Prenez soin de vous. Des orages violents ce soir de Bismarck à Duluth. David, ces orages n'arriveront dans le nord-est que mercredi ou jeudi prochain pour faire baisser la chaleur. Il va falloir s'y préparer tout le week-end. David? Lee Goldberg est avec nous ce vendredi soir. Merci, Lee. Passons maintenant au président Trump et à l'Iran ce soir. Ces nouvelles déclarations en fin de journée. Et ce soir, le président s'oppose désormais à sa propre directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Elle a récemment déclaré que la communauté du renseignement n'a aucune preuve que l'Iran est en train de fabriquer une arme nucléaire en ce moment. Le président affirme ce soir qu'elle a tort. Rachel Scott d'ABC est ce soir à la Maison-Blanche. Ce soir,
Alors que le président Trump décide si les États-Unis vont prendre des mesures directes contre l'Iran, le président a clairement montré aujourd'hui qu'il n'est pas d'accord avec sa directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, qui a déclaré ces dernières semaines que la communauté du renseignement n'a aucune preuve que l'Iran construit une arme nucléaire à l'heure actuelle. Quelles informations avez-vous qui prouvent que l'Iran construit une arme nucléaire? Votre communauté du renseignement a déclaré qu'elle n'a aucune preuve qu'ils le font à ce stade. Eh bien, alors ma communauté du renseignement se trompe. Qui, dans la communauté du renseignement, a dit cela? Votre directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Elle a tort. Dans les jours précédant les premières frappes d'Israël contre l'Iran, la directrice du renseignement national du président, dans un geste très rare, a publié sa propre vidéo, semblant mettre en garde contre toute escalade. Alors qu'aujourd'hui nous sommes plus proches que jamais du bord de l'anéantissement nucléaire, les élites politiques et les vatés en guerre attisent imprudemment la peur et les tensions entre puissances nucléaires. Et c'est peut-être parce qu'ils sont convaincus qu'ils auront accès à des abris nucléaires pour eux-mêmes et leurs familles, alors que les gens ordinaires n'y auront pas l'accès. Donc, c'est qu'à nous, le peuple, de prendre la parole et d'exiger la fin de cette folie. Nous devons rejeter cette voie menant à la guerre nucléaire. Des sources ont confié à ABC News que le président a réprimandé Gabbard et aurait souhaité qu'elle fasse preuve de plus de discernement. On nous dit qu'elle continue de participer au briefing de renseignement dans le bureau ovale et qu'elle fait partie de l'équipe de sécurité nationale du président dans la salle de crise. Une source bien informée affirme que, dans la salle, Gabbard a soutenu que Téhéran n'est pas prêt de fabriquer une bombe, réaffirmant ainsi son témoignage devant le Capitole il y a seulement quelques mois. Renseignement estime que l'Iran ne construit pas nucléaire. Le président, ces derniers jours, s'est montré clairement frustré que son directeur du renseignement national ne semble pas être sur la même longueur d'onde que lui. Je me fiche de ce qu'elle a dit. Je pense qu'ils étaient très proches d'en avoir. Ce soir, le président Trump maintient son ultimatum de 2 semaines à l'Iran avant de décider d'une action militaire américaine. Pendant ce temps, des dirigeants européens rencontrent aujourd'hui le ministre iranien des Affaires étrangères à Genève, tentant de trouver une solution diplomatique. Notre correspondant Tom Sufi-Burge est sur place. Les discussions ici touchent à leur fin. Pas de percée majeure, mais les Européens poussent l'Iran à reprendre les négociations avec les États-Unis. Ce soir, le président semble balayer d'un revers de main les efforts des dirigeants européens. L'Iran ne veut pas parler à l'Europe. Ils veulent nous parler à nous. L'Europe ne pourra pas aider dans cette affaire. Et le président affirme que si les États-Unis interviennent directement, cela n'impliquera pas de troupes américaines au sol. Mais je ne vais pas parler de force terrestre. La dernière chose à faire, c'est d'envoyer des troupes au sol. David, ce soir, la Maison-Blanche nous dit que le président a toute confiance en son équipe de sécurité nationale, qualifiant Gabbard de membre important de celle-ci. Et Tulsi Gabbard a elle-même répondu ce soir, suggérant qu'il n'y a aucune divergence entre elle et le président, David. Rachel Scott, en direct de la Maison-Blanche. Merci, Rachel. Et alors que ces discussions se poursuivent à Genève et que le président Trump donne 2 semaines à l'Iran, ce soir, voici les images qui nous parviennent des missiles iraniens frappant Israël. Yann Panel est à Tel Aviv pour nous. Ce soir, Israël et l'Iran échangent de nouveaux coups violents. Des vidéos circulant en ligne montrent un missile iranien s'abattant sur la ville portuaire de Haïfa, en Israël. Les premiers secours se précipitent sur les lieux, plus de 30 personnes sont blessées. Et dans la ville méridionale de Beersheba, un missile a soufflé le hall d'un immeuble, causant des destructions. Une crèche voisine a été lourdement endommagée. Et Israël frappe l'Iran, ciblant des sites de missiles. Un responsable militaire a déclaré à ABC News qu'ils avaient détruit environ la moitié des lanceurs de missiles iraniens. Et Israël continue de bombarder les installations nucléaires iraniennes. De nouvelles images satellites montrent un réacteur détruit à Arad. Au moins 230 personnes ont été tuées à travers l'Iran selon le gouvernement, avec peu de perspectives d'une fin rapide des frappes. David, l'armée américaine aide désormais certains diplomates américains et leurs familles à quitter Israël. Parallèlement, le département d'État suivrait apparemment des rapports non confirmés selon lesquels certains Américains tentant de quitter l'Iran seraient détenus. David? Yann Panel, nous continuerons à suivre cette partie de l'histoire, c'est certain. Merci. De retour ici aux États-Unis ce soir, le suspect est désormais inculpé dans la tentative d'enlèvement du maire de Memphis. Ils disent qu'il a escaladé un mur de 2 à 3 mètres pour atteindre la porte d'entrée du maire. Ils ont retrouvé un tasé, une corde et du ruban adhésif. Et cela survient après ces fusillades horribles visant des élus dans le Minnesota, avec ce tueur présumé qui s'est présenté à leur porte.
Voici Pierre Thomas ce soir. Ce soir, les procureurs du Tennessee inculpent cet homme de 25 ans pour avoir tenté d'enlever le maire de Memphis, Paul Young, le dernier en date d'une série d'attaques ciblées contre des responsables politiques, selon les autorités. Il vous est interdit de contacter Paul Young, car il est présumé dans cette affaire. Vous ne pourrez pas le contacter directement, ni vous trouver dans un endroit où il est susceptible d'être. La police affirme que Trenton Absinthe a escaladé le mur de 2 à 3 mètres dans le quartier du maire Young dimanche soir et s'est rendu directement chez le maire, frappant à la porte. Le maire n'a pas répondu après avoir regardé la vidéo de la sonnetterie et avoir vu un homme inconnu. Les procureurs ont affirmé qu'Absinthe avait un tasé dans sa poche et prévoyait de confronter Paul Young au sujet de la criminalité dans la ville. Les autorités déclarent qu'elles ont ensuite retrouvé ce tasé, ainsi que de la corde et du ruban adhésif, dans le véhicule du suspect. Le maire Young a publié « Dans le climat actuel, surtout après les événements tragiques du Minnesota et les menaces que ma femme et moi recevons souvent en ligne, aucun d'entre nous ne peut être trop prudent. » Et le député américain Max Miller, de l'Ohio, affirme lui aussi avoir été pris pour cible cette semaine alors qu'il conduisait sur une autoroute. Un homme déséquilibré, dérangé, a décidé de klaxonner sans arrêt et de me faire sortir de la route parce qu'il n'arrivait pas à attirer mon attention pour me montrer un drapeau palestinien, sans parler des morts à Israël, morts à moi, qu'il voulait me tuer, moi et ma famille. Ce soir, la police a arrêté Faris Sandan, 36 ans, pour avoir prétendument menacé Miller et sa famille, affirmant qu'il avait proféré des insultes antisémites contre Miller, qui est juif. Ces incidents surviennent dans la foulée des horribles fusillades au Minnesota qui ont coûté la vie à l'ancienne présidente de la Chambre des représentants de l'État, Melissa Hortman, et à son mari Mark. Les autorités affirment que le tueur présumé s'est déguisé en policier, portant un masque en latex hyper réaliste. Le sénateur John Hoffman et sa femme Yvette ont été pris en embuscade devant leur porte d'entrée. En essayant de protéger sa famille, ils disent que le sénateur s'est jeté sur les tireurs. Chacun d'eux a été touché par au moins 8 balles. Leur fille Hope s'est alors précipitée pour fermer la porte et a appelé le 911. Un membre de la famille Hoffman a déclaré, je cite, « Sans Hope, nous ne serions pas là aujourd'hui. » David, la famille Hoffman est reconnaissante que Hope leur ait sauvé la vie. Et en réponse à cet environnement politique toxique et de plus en plus dangereux, les dirigeants du Congrès tiennent cette semaine des réunions d'urgence pour discuter des moyens d'améliorer la sécurité. David. Et pour essayer de faire baisser la température dans tout le pays. Pierre Thomas, merci Pierre. Il y a une nouvelle de dernière minute ce soir après l'arrestation d'un manifestant, l'étudiant diplômé de Columbia arrêté devant sa femme enceinte alors que l'administration Trump réprimait les manifestants pro-palestiniens sur le campus. Eh bien, ce soir, un juge a décidé qu'il devait être libéré des mois après son arrestation. Voici Aaron Katersky. Tournez-vous. Mais ne faisons pas ça. C'est l'arrestation à l'université Columbia, devant sa femme enceinte, qui a fait la une des journaux nationaux. Tournez-vous. Et ce soir, après plus de 3 mois en détention fédérale, Mahmoud Khalil, diplômé de Columbia et détenteur d'une carte verte, sort d'un centre de détention pour immigrer en Louisiane. Ma priorité maintenant est de retrouver ma magnifique femme et mon précieux fils. Même si la justice a triomphé, c'est long, vraiment très long à venir. Et cela n'aurait jamais dû prendre 3 mois. Un juge fédéral a accordé la libération sous caution de Khalil, estimant que l'administration Trump le punissait pour ses discours pro-palestiniens. Bien sûr, le juge a déclaré que cela serait inconstitutionnel. Le juge a également rejeté l'argument du gouvernement selon lequel Khalil représentait un risque de fuite. L'administration a accusé Khalil d'avoir attisé l'antisémitisme lors de manifestations sur le campus de Columbia l'année dernière, ce que ses avocats nient. Ce soir, Noor Abdullah, qui a donné naissance à un fils, Dean, en avril, a déclaré « Nous pouvons enfin pousser un soupir de soulagement et savoir que Mahmoud est sur le chemin du retour. » Le calvaire de Khalil n'est pas terminé, David. Le gouvernement est toujours déterminé à l'expulser du pays, une exigence qu'il peut désormais tenter de combattre depuis chez lui, auprès de sa femme et de son fils, après 105 jours de détention. David. Aaron Katersky à ce sujet ce soir. Aaron, merci. Ce soir ici, nouveau virage. 5 ans après la disparition d'une mère du Colorado le jour de la fête des mères, les autorités ont arrêté son mari. Il avait été libéré des années plus tôt. Et ce qu'il a dit à ABC News à l'époque. Ce soir, les autorités sont au courant de ce nouveau tournant soudain et de ce qui a conduit à l'arrestation cette fois-ci. Voici Mola Nangui. 5 ans après la disparition de Suzanne Morphew, une mère du Colorado, lors d'une balade à vélo près de chez elle le jour de la fête des mères, ce soir, l'arrestation stupéfiante a eu lieu. Un grand jury a inculpé son mari, Barry, pour meurtre. Lorsque Suzanne a disparu pour la première fois, son mari a supplié pour son retour dans cette vidéo. Aucune question posée, peu importe ce qu'ils veulent, je ferai tout ce qu'il faut pour te retrouver.
Chérie, je t'aime et je veux que tu reviennes. C'est tout. Un an plus tard, Barry Morphew a été arrêté et accusé de son meurtre. Mais quelques jours avant le procès, les charges ont été abandonnées. Les filles de Morphew, Massey et Mallory, sont restées aux côtés de leur père tout au long de l'épreuve, acceptant de s'asseoir pour une interview avec ABC News. Nous connaissons notre père mieux que quiconque. Et nous savons qu'il n'a rien à voir avec la disparition de notre mère. Et plus tard, on a demandé à Barry s'il était impliqué. Absolument pas. C'est très douloureux de perdre sa réputation et son intégrité. Les restes de Suzanne Morphew ont été retrouvés dans une tombe peu profonde. La police affirme qu'une autopsie a révélé des traces de sédatifs et de tranquillisants. Selon le nouvel acte d'accusation, la police a trouvé une carabine à fléchettes ou à tranquillisants ainsi qu'un capuchon d'aiguille dans le sèche-linge de la maison. Les enquêteurs disent qu'au moment du meurtre, Suzanne entretenait une liaison secrète et avait discuté de ses projets de divorcer de Barry Morphew avec une amie proche. Eh bien, Barry Morphew continue de clamer son innocence. Ce soir, il est en détention en Arizona, où il a été arrêté pour meurtre. Les procureurs demandent maintenant son extradition vers le Colorado. David. Mola Langui, nous vous remercions. Nous entendrons également ce soir les jurés qui ont acquitté Karen Reed du meurtre de son petit ami, policier de Boston. Pourquoi ils n'ont déclaré non coupables? Leur raisonnement est ici même ce soir. Voici Stéphanie Ramos. Le défendeur est-il non coupable ou coupable? Non coupable. Ce soir, après que Karen Reed a été acquittée du meurtre de son petit ami policier, John O'Keefe, les jurés ont décrit comment ils sont parvenus à cette décision. Je viens de réaliser qu'il y avait trop de trous que nous ne pouvions pas combler et qu'il n'y avait rien qui la mettait en scène, à notre avis, à part simplement laisser tomber John O'Keefe. Notre affilié, WCVB, s'est entretenu avec la jurée numéro 11, Paula Prado, une avocate originaire du Brésil, qui dit avoir d'abord pensé que Reed était peut-être coupable d'homicide involontaire, mais a changé d'avis au fil du procès. Les procureurs du Massachusetts ont accusé Reed d'avoir percuté O'Keefe avec son véhicule après une nuit de beuverie, puis de l'avoir laissé pour mort lors d'une tempête de neige en 2022. Une autre jurée a déclaré à ABC News qu'elle ne croit pas que Reed ait jamais percuté son petit ami avec la voiture, soulignant des problèmes perçus dans l'enquête des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de collision. Je n'arrive pas à trouver de motif à cette enquête policière bâclée. Et bien que cette avocate brésilienne affirme soutenir la décision du jury, elle s'est sentie mal pour la famille de l'officier lorsque le verdict a été prononcé au tribunal. C'est formidable pour Karen Reed, mais terrible pour la famille. Il avait l'air d'être un gars sympa, j'ai de la peine pour eux et je veux qu'ils obtiennent justice pour John O'Keefe. Bien que Reed ait été acquittée des accusations de meurtre au second degré et d'homicide involontaire, elle a été reconnue coupable de conduite sous influence et condamnée à 1 an de probation. David. Stéphanie Ramos est avec nous ce soir. Merci, Steph. Quand nous reviendrons, le gros titre de dernière minute. Il y a une panne en ce moment impliquant les contrôleurs aériens qui semblent désormais fonctionner sur des systèmes de secours, là où la situation se déroule actuellement. Et en dehors de New York, dans les Hamptons, une star de la télé-réalité issue d'une émission immobilière populaire a été tuée dans ce qui semble être un délit de fuite, retrouvée inconsciente le long de la Montauk Highway. Ce que la police en dit dans un instant ici. Ce soir, la FAA signale une panne de télécommunications affectant le centre de contrôle du trafic aérien à Jacksonville, en Floride. La FAA indique que l'installation a perdu les fréquences radar et l'équipement d'automatisation lorsqu'une ligne à fibre optique a été sectionnée. Les systèmes de secours ont désormais pris le relais. La panne n'a causé aucune perturbation à l'aéroport de Jacksonville. Le centre fonctionne maintenant en ce qu'on appelle un état d'alerte. Ce soir, la police de Long Island, à New York, recherche un conducteur suspecté de délit de fuite, recherché pour la mort d'une star de la télé-réalité dans les Hamptons. Les autorités déclarent que Sarah Burak a été retrouvée inconsciente près d'un restaurant le long de la Montauk Highway. Elle est décédée plus tard à l'hôpital. Agent immobilier de renom, elle est apparue dans la série à succès en streaming $1 million Beach House. Quand nous reviendrons tout à l'heure, le lanceur vedette de la Ligue majeure qui s'en prend à un fan. Le moment inquiétant que vous allez voir, ce qu'il a provoqué et ce qui est sorti il y a 50 ans ce soir, ainsi que ce que nous ignorions sur ce requin mécanique. À l'index d'une scène troublante au stade, le lanceur des Pirates, Denny Santana, a désigné un fan qui le chahutait dans l'enclos des releveurs lors d'un match contre les Tigers. Un policier se trouvait à ses côtés. Santana a alors tenté de frapper le fan, ses coéquipiers l'ont retenu. Le fan a été expulsé. Et ce soir, nous avons appris que le lanceur a maintenant été suspendu pour 4 matchs. Quand nous reviendrons, il y a 5 ans ce soir, Les Dents de la Mer sortaient au cinéma. Jad Jersey nous emmène à Martha's Guinéard ce soir, ce que Steven Spielberg a révélé toutes ces années plus tard. Enfin,
Ce soir, il y a 50 ans, la première de Jaws a eu lieu. C'est le réalisateur Steven Spielberg. Ce qu'il révèle ce soir à propos de ce requin mécanique. Jean Josie sur Martha S. Guinega. Où allons-nous? Natation, avec 2 notes. Et un requin. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg ont changé le cinéma à jamais. Le film est sorti il y a 50 ans et est devenu un blockbuster instantané. Mais la réalisation du film a dépassé le budget et avait 100 jours de retard sur le planning. J'étais terrifié à l'idée d'être viré. Le nouveau documentaire de Nat Geo, Jaws at 50, plonge en profondeur dans la production, minée par des problèmes avec ce requin mécanique. Il n'y avait rien d'amusant à faire les Dents de la Mer. C'était vraiment difficile d'aller sur l'océan pour de vrai, de se faire secouer par les vagues, par les courants. Encore une fois. Et en plus de tout ça, 80% du temps, le requin ne fonctionnait pas. Il va nous falloir un plus gros bateau. Requin. Le requin. Les Dents de la Mer a été tourné ici même, à Martha S. Vineyard, entre mai et octobre 1974. Et voici le pont de Jaws, l'un des endroits les plus célèbres du film, que les gens viennent encore visiter aujourd'hui. L'équipe et le casting des Dents de la Mer étaient ici même, dans le pittoresque Edgartown, alors qu'ils le transformaient en la station balnéaire d'Amity. Beaucoup d'acteurs du film étaient des insulaires, des habitants de Martha S. Vineyard depuis toujours. Comme Jeffrey Voiret, dont le personnage, Alex Quintet, a été l'une des victimes du requin. Quand vous me voyez monter et descendre, ce sont 2 gars qui me soulèvent dans et hors de l'eau, puis te tirent et te donnent de l'air. Et Jonathan Searle, qui est apparu aux côtés de son frère dans ce moment mémorable. Qu'est-ce que tu me fais faire? C'est lui qui me tire à travers tout ça. Donc, dans le film, tu fais une blague, ou plutôt ton personnage. Mais aujourd'hui, dans la vraie vie, tu es le chef de la police. Tu peux croire ça? Je suis toujours étonné de l'engouement que le film a suscité et que, 50 ans plus tard, les gens soient encore aussi passionnés. Qui aurait cru que, lorsque j'étais assis avec un jeune homme de 26 ans, ce serait Steven Spielberg? Le documentaire Les Dents de la Mer à 50 ans, le mois prochain sur Nat Geo et Disney+. Bonne nuit. David Muir d'ABC, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique. Plus d'Américains regardent World News Tonight avec David Muir que n'importe quel autre journal télévisé.